Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous venez de publier un petit éloge des cafés. Nous allons l'évoquer en buvant moralement à la santé éternelle de votre mère, Régine Deforges. Elle nous a quittés voici 10 ans et on n'a pas toujours fait son éloge. On va se rattraper aujourd'hui. Bonjour Léa Wiazemski. Bonjour Jacques. C'est vrai que vous êtes la fille de Régine Deforges. Vous avez publié un petit éloge des cafés. Je vous avais reçu voici très longtemps dans les clés d'une vie et je me suis dit, 10 ans, l'occasion de rappeler qui était Régine Deforges. Ça me semble important. Oui, et merci de le faire. Eh ben merci à vous et on va tout de suite écouter sa voix. Ah bah elles sont excellentes. Je dois dire que je redoutais un peu, c'est immodeste ce que je vais dire, mais le courrier que je reçois d'écrivains, de philosophes... Le courrier, il n'y a pas eu toujours du courrier, puisque le 22 mai 68, la première date que j'ai choisie, c'est le jour où elle est saisie pour un livre qu'elle a publié sans l'accord de son auteur. De toute façon, on ne connaît pas l'auteur. On ne connaissait pas officiellement l'auteur, parce qu'en vrai, on le connaît, l'auteur. C'est Louis Aragon. Oui, Louis Aragon, le comte d'Irène. J'étais sûre que vous commenceriez par cette date. Ah bon ? Ouais. Et il se trouve que c'est la Saint-Léa le 22 mars, et que donc chaque année, ça lui rappelait la fête de sa fille et ce jour qui a été très très douloureux pour elle. Oui, car elle avait publié ce livre qui était un livre érotique qu'Aragon avait écrit, et je crois qu'elle lui avait écrit qu'il n'avait jamais répondu. Il n'avait tout à fait jamais répondu, donc elle s'est dit je vais le publier et je ne vais pas mettre de nom d'auteur. Voilà. Et puis elle l'a appelé Irène, puis ça n'a pas marché. Il faut savoir qu'Aragon, il avait une passion secrète, je ne sais pas si vous le savez, c'était les romans policiers. Il avait une bibliothèque cachée chez lui avec des tonnes de romans policiers. Je le savais parce que mon père aussi a cette passion-là et qu'il a rencontré Aragon dans sa jeunesse, qui lui a montré toute sa collection. Alors, elle est saisie, votre mère, après la mise en vente du livre, 48 heures, elle sera condamnée pour outrage aux bonnes mœurs. Aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer ça, Léa Wiazemski. Non, mais c'est vraiment une précurseur dans le monde de l'édition et dans le monde de l'édition érotique. C'est vrai qu'elle a essuyé les plâtres pour tous les autres à venir. Et la première télévision de Régine Deforges, il se trouve que je l'ai préparée, c'était pour Samedi soir de Philippe Bouvard. Et devant Bouvard, elle a dit que les censeurs étaient les plus grands consommateurs de livres érotiques. Ça ne m'étonne pas. C'est vrai qu'elle était aussi provocatrice, Régine Deforges. Oui, mais pas tant que ça finalement en fait. C'était une provocation. C'est parce qu'elle était une provocation à l'époque et même plus jeune. Elle respirait tellement la liberté et elle n'avait que faire des on-dit que c'est ça qui dérangeait et qui la rendait provocante. Et elle était entourée de provocateurs puisque chaque fois qu'elle allait dans les tribunaux, elle avait une garde rapprochée, Jean-Jacques Prouvaire, Éric Losfeld et Pascal Jardin. Oui. C'était vraiment la bande qui la soutenait ? C'était la bande qui la soutenait. Jean-Jacques était en plus le père de sa fille, ma sœur Camille. Donc oui, elle a été soutenue quand même par quelques-uns, par des hommes. Et étonnamment, elle n'a pas été soutenue par les femmes. C'est curieux. Hein. Ouais. Alors, il se trouve que Pascal Jardin était aussi un provocateur à sa manière. Il avait tout le temps des dettes. Et chez lui, il avait fait mettre un second mur dans l'entrée, ce qui fait que les huissiers ne pouvaient pas emporter les meubles quand il était saisi. Ça, je ne savais pas. Alors, il se trouve que c'est quand même très grave parce qu'elle va être privée, Régine Deforges, de ses droits civiques pendant 3 ans. Oui. C'est quand même très grave pour quelque chose qui n'est pas catastrophique. Non, mais c'est vraiment une autre époque, alors qu'on est en 68. C'est-à-dire que mai 68 arrive quelques semaines plus tard. Et en même temps, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi une femme aussi jolie publie-t-elle de telles saletés ?» Elle considérait qu'elle disait très justement ce que les images qu'on voit au Népal, en Indochine, ça c'est monstrueux, ça c'est terrible. Alors c'est de la pornographie de l'image, alors que pour elle les textes érotiques, il y avait rien de dégoûtant, bien au contraire. Et en plus tout le monde les lisait. Oui. Quand on voyait par exemple un journal financier, à l'intérieur il y avait un numéro d'Union bien caché. Je ne savais pas non plus. Alors, il se trouve que sa maison d'édition qu'elle a créée, Régine Deforges, d'abord, elle a été la première femme éditrice en France. Oui, à avoir sa propre maison d'édition, oui. Personne ne l'avait fait. Non. Et ça s'appelait L'Or du Temps, je crois que c'était un hommage à André Breton. Oui. C'est-à-dire Alors, j'en sais pas plus, mais je sais qu'elle m'a toujours... Elle avait une profonde admiration pour lui. Donc, voilà. Elle avait... donné ce nom-là à sa maison. C'était le père des surréalistes. Il avait dit « Je cherche l'or du temps ». Donc ça doit être lié à ce nom. Oui. Alors, elle travaille énormément, elle lit tous les manuscrits et elle reçoit beaucoup de manuscrits. Car il y a beaucoup de manuscrits et de livres érotiques cachés sous le manteau.
Oui, beaucoup. Et elle choisit, elle a des critères précis à l'époque? Alors, à cette époque-là, donc moi je ne suis pas encore là, donc je sais ce qu'elle aime, c'est plus c'est provocateur, mieux elle est, enfin Oui. mieux c'est pour elle. Elle ne s'interdit rien et quand c'est des premiers romans, ça lui plaît encore plus. Et puis quand c'est écrit par des femmes, particulièrement, je pense à Pauline Réage. Ouais, ça, on va en reparler, bien sûr. Mais il se trouve aussi que c'est l'époque des premières féministes. Et moi, je me souviens d'avoir fait un reportage dans le quartier où il y avait une toute petite boutique avec les premières féministes rue du Dragon et à côté les premiers sex shops. C'était un complément. Et à l'époque, c'était très secret. C'était minuscule. Alors, il se trouve qu'elle est née à Montmorillon, c'est dans le Poitou, une région que vous avez connue aussi, la Wiazemski. Oh oui, très bien, oui. C'est-à-dire que c'est là où elle a grandi. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un salon du livre à Montmorillon qui se déroule place Régine de Forges. Tout à fait, ça a lieu cette année, le 8 et 9 juin. Et c'est un salon important d'ailleurs. Il y a plus de centaine d'écrivains qui viennent à chaque fois. Oui, c'est elle qui l'a créé. Elle a créé juste après la Cité du livre et de l'écrit. Et c'est un très joli salon du livre, où je vais cette année d'ailleurs. Avec votre livre, Oui. L'éloge des cafés. Alors, son père est représentant de commerce, sa mère est femme au foyer. C'est une famille très modeste. Très modeste, et en plus son père vient vraiment du milieu paysan. Enfin, la grand-mère de maman était une paysanne en sabots et en tablier qui passait son temps à la ferme. Et d'ailleurs, Régine de Forges passe ses vacances dans la ferme des grands-parents, Oui, tout à fait. où elle apprend le patois, je crois. Elle apprend le patois et elle apprend à lire parce que toute seule, à l'âge de 4 ans. Toute seule. Ouais, Et le patois à Poitevin, je ne sais pas si vous le parlez, parce qu'elle le parlait très bien. malheureusement. Elle le parlait très bien, je crois. Oui. Et je crois que ça vient du Moyen-Âge, et c'est associé au saintongeais, qui a fortement influencé plus tard l'acadien, donc le canadien. D'accord. Alors, elle a gardé le goût justement de ce Poitevin typique, et dès son enfance, Régine de Forges dit « Je ne veux pas cette vie-là ». Non, elle était déjà très très différente et elle avait, elle rêvait petite qu'elle était une enfant, une princesse qui avait été enlevée par des bohémiens et qui avait grandi dans sa famille. Elle pensait qu'elle était une enfant trouvée et qu'elle avait un destin bien plus important. D'ailleurs, je crois que sur sa tombe, le mot princesse est écrit. Tout à fait, mais c'est une princesse Alors, de par son mariage. Exactement, parce que ça, on va en parler aussi. Alors, elle a été élevée, je crois, dans des institutions religieuses qui n'ont rien à voir avec la suite. Non, Et ça s'est bien passé, très mal. c'est-à-dire. Elle écrivait son journal intime et à peu près à la même époque, elle avait une histoire d'amour assez naïve d'ailleurs avec une jeune fille qui s'appelait Manon. Et son journal intime est volé, lu en place publique. Donc elle et sa petite sœur sont renvoyées de l'école. Elle doit même s'excuser publiquement. Elle doit s'excuser publiquement, on lui jette des pierres dans la rue, on lui crache au visage, et surtout ce qui est terrible pour elle, et ce qui va la marquer toute sa vie, c'est qu'elle doit, devant sa mère, sa grand-mère et la mère du garçon qui vole le journal, elle doit déchirer page par page, le cahier et le mettre au feu. D'ailleurs, plus tard, elle va raconter cette histoire dans un livre, Le Cahier volé. Oui, Et c'est un livre magnifique. Voilà. Et qui raconte une famille de province avant mai 68. Alors, elle adore déjà les livres, Régine de Forges. Oui, Elle a toujours lu, je crois. toujours. Et je crois qu'elle a débuté aussi comme libraire. Je crois qu'elle a débuté au drugstore. Oui. Et je crois qu'elle avait créé un rayon de livres érotiques. Écoute, c'est elle qui a créé le rayon du livre érotique avec la complicité de Slavic, qui était celui qui a conceptualisé le drugstore Oui. en haut des Champs-Élysées. Et ça n'a pas fait de scandale? Je pense que le rayon devait être relativement caché. Non, ça va. Et Marcel Bleustein-Blanchet l'avait accepté parce qu'il était le patron de Publicis. Il n'avait même pas fait attention, ça l'amusait. De toute façon, le drugstore marchait tellement bien que ce n'était pas un problème. Alors, je crois qu'elle a fait plusieurs petits métiers. Elle a été libraire, elle a été relieur, avant de devenir éditrice. Elle a été représentante aussi de maisons d'édition auprès des libraires, oui. Et ça, c'était une façon de commencer dans ce métier? Elle apprenait le métier? J'imagine que oui. Alors, elle a ouvert aussi des librairies? Oui. Et je crois que votre demi-sœur Camille a aussi ouvert une librairie qui s'appelle La Bicyclette Bleue. Tout à fait, qui est rue Pelleport dans le 19e. C'est vrai que les librairies, c'est important aujourd'hui. On dit que les réseaux sociaux posent des problèmes aux libraires, mais c'est pas vraiment le cas en France, dans la France profonde. Non.
Non, au contraire, les réseaux sociaux mettent vraiment en avant les libraires. Je m'en suis rendu compte, que ce soit les blogueuses littéraires ou les blogueurs qui vont dans toutes les librairies pour parler du métier. En même temps, aujourd'hui, il y a 3500 libraires en France et il y a un élan positif depuis la Covid. Et la France profonde a beaucoup de librairies parce que ça permet d'offrir un guide culturel à ceux qui vivent loin de Paris. Oui. Et vous aussi, vous avez toujours été attiré par les librairies ? J'ai toujours aimé, j'y suis beaucoup allée petite avec ma mère, et c'est vrai que ma sœur, c'était son rêve depuis toujours d'avoir sa propre librairie, et notre mère nous avait dit qu'à la fin de sa vie, quand elle n'écrirait plus, elle ouvrirait sa propre librairie. Bon, elle n'en a malheureusement pas eu le temps, mais oui, j'adore les librairies. J'adore les petites librairies. Bon, Régine Deforges était originale, singulière, mais aussi très courageuse, non ? Très. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle en avait marre de se faire attaquer ou ça passait ? Non, je pense qu'elle en pouvait plus, mais en même temps, elle a toujours dit, face au peloton d'exécution, il faut garder la tête haute. Donc, elle a toujours tenu tête. Et elle a eu bien raison, puisque finalement... Elle a toujours gagné. Et ses idées sont celles d'aujourd'hui. Une autre date importante dans sa vie, pour elle comme pour vous, c'est le 24 août 1977. A tout de suite sur Sud Radio, avec Léa Wiesemski, pour parler, entre autres, de Régine Deforges. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Léa Wiesemski, vous êtes là à double titre. D'abord pour le petit éloge des cafés que vous publiez aux éditions Les Pérégrines, on en parlera tout à l'heure. Et puis votre mère, Régine Deforges, qui nous a quittés voici 10 ans, on l'évoque aujourd'hui avec vous à travers des dates clés. Et si je parle du 24 août 77, c'est un jour clé pour elle comme pour vous. Et il y a quelqu'un qui n'est pas là ce jour-là, qui a disparu, mais qui a compté pour elle et pour vous. Elle m'a surpris parce que j'allais voir pour la première fois François Mauriac, qui est donc presque votre grand-père. Alors arrière, grand-père. mais c'est vrai qu'il a élevé mon père comme un père. Exactement. Donc oui. Alors, ce 24 août 77, c'est le jour de la Saint-Barthélemy, la libération de Paris, et c'est aussi un jour d'une rencontre historique pour vous. Oui, c'est le jour où mes parents tombent amoureux. Voilà. Donc Régine Deforges et Pierre Wiesemski, qu'on connaît sous le nom de Diaz, qui est le petit-fils de François Mauriac, exactement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais François Mauriac, chez Castel, présentait Jacques Chazot comme son fils. Et surtout, il y a eu au Figaro une bande de rigolos un jour qui ont fait un faux bloc-notes érotique de François Mauriac, et il a failli passer dans le journal, ça a été arrêté juste à temps. On peut le trouver, parce que j'aimerais bien... Non, il n'existe plus puisqu'il a été disparu. Donc, il se trouve que cette rencontre est importante. Viaz est à l'époque un scénariste débutant, et il se trouve que votre mère lui téléphone parce qu'elle a besoin de lui pour un livre politique, je crois. Oui, pour faire une caricature de Chirac ou de... oui, il me semble que c'est Chirac. Chirac et Raymond Barre. Voilà. Donc elle l'appelle comme ça, elle ne le connaît pas. Tout à fait. Et lui, elle s'attend à ce que ce soit un homme d'une cinquantaine d'années qui débarque. Et lui, de son côté, son ami Jean Benguigui lui avait dit « Fais attention, il va falloir, tu risques de taper de la patte quand tu vas la voir. » Et donc, il s'attendait. Lui était très jeune, il avait donc 27 ans. Elle en avait 40. Et ça a été le coup de foudre. Coup de foudre immédiat. Immédiat. C'est-à-dire qu'en quelques jours, ça a été on va vivre ensemble, on va se marier. Alors, se marier pas tout de suite, mais en tout cas, ils ont démarré une histoire très forte, très vite. Et il y avait une complicité d'émotions, de croyances, d'idées. Oui, et puis par exemple, se rencontrer le 24 août, pour eux, c'était symboliquement très important parce qu'ils sont tous les deux passionnés d'histoire. Tous les deux passionnés par Paris, donc Saint-Barthélemy plus Libération de Paris, pour eux, c'était un symbole de quelque chose de très important. Alors, et ils vont se marier 2 ans plus tard, et vous allez naître 2 ans plus tard. Oui. Et en même temps, ça va être une vie de bohème pour eux et peut-être pour vous. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que jusqu'à mes 3 ans, effectivement, les huissiers étaient tous les mois à la maison. Papa était obligé d'aller emprunter de l'argent un peu à gauche, à droite, puisque maman, avec ses procès, ça lui coûtait quand même cher. Et à l'époque, elle roulait pas du tout sur l'or. Et il se trouve qu'un jour, je crois qu'elle n'est pas là, un huissier débarque en demandant une forte somme pour le soir même. Et quand votre père Viaz le dit à Régine Deforges, elle éclate de rire. Ça m'étonne pas. Elle s'en fichait à la limite. L'argent lui a toujours brûlé les doigts, donc quand elle en avait pas, elle en avait pas. Quand elle en avait, il fallait le dépenser. Donc pour elle, c'était quelque chose, je pense, de très abstrait.
Alors en même temps, que ce soit votre père ou votre mère, ils vous ont donné le goût de l'écriture et des arts, Léa Wiesemski. Oui et non. Je me suis mise à lire très très tard, vraiment très tard, à l'âge de 14 ans, donc c'est très tard. À aimer lire en tout cas très tard. J'étais une élève plus que médiocre. Ils étaient atterrés parce que justement je ne lisais pas et j'étais même pas capable de finir ou une bande dessinée ou un livre de la comtesse de Ségur. Donc ils ont essayé par tous les moyens de me faire aimer ça, mais ça a été un dur labeur pour eux. Alors en même temps, ils avaient d'autres soucis avec l'argent, mais c'est vrai qu'il y avait c'était une sublimation réciproque. Oui. Complètement. Alors, il se trouve qu'avant de rencontrer votre père, elle a eu beaucoup d'autres amants. D'ailleurs, elle a toujours dit qu'elle regrettait de ne pas avoir eu assez d'amants, Régine Deforges. Ça ne m'étonne pas. Moi, elle m'avait toujours dit, ma fille ait le plus d'amants possible. Oui, comme ça, oui, c'est pour profiter de la vie. Oui. Alors, il se trouve que le premier est devenu son mari, il s'appelait Pierre Spengler, et je crois qu'il est devenu son mari après une partie de 421. Oui, il y avait 2 hommes qui lui faisaient la cour, et comme elle voulait, à ce moment-là, elle vivait en Afrique, ils avaient fui en Afrique après l'affaire du cahier volé, où mon grand-père donc travaillait, et donc elle a dit, bah voilà, celui qui gagne la partie m'épouse. Et donc c'est Pierre Spengler, le père de mon frère, qui a gagné. Alors, il faut savoir que le 421 qu'on joue aujourd'hui dans les bars, c'est un jeu très ancien, les archéologues ont trouvé des traces dans l'Égypte antique. Ça s'appelait le sonnet égyptien et le jeu royal dur mésopotamien. C'était les règles du 421. D'accord. Alors, il se trouve qu'à l'époque, je crois qu'elle travaille au Crédit Lyonnais, alors qu'elle a des problèmes d'argent, en Afrique. Oui, tout à fait. Elle est toute jeune à ce moment-là, elle a 19 ans. Oui, et bon, le mariage se fait, mais ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça dure pas très longtemps. Bon, déjà, grâce à lui, elle peut retourner vivre en France. Et ça dure, non, pas très longtemps. Alors, il y a des éditeurs qu'elle rêve de connaître quand elle commence, et il y a un certain Jean-Jacques Pauvert. Oui. À l'époque, c'est le roi aussi des livres érotiques. Tout à fait. Donc, ils déjeunent ensemble, mais je crois qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est draguée. Non, alors ça pareil, il faudrait demander à ma sœur qui en sait sûrement plus que moi à ce sujet, mais oui, ça a été un coup de foudre très fort entre Jean-Jacques et elle. Oui, il était marié en plus, donc c'était pas... Il était marié, il avait des enfants, donc c'était pas simple, et je crois que tout ça est resté très discret pendant des années. C'est resté discret pendant, oui, plus de 30 ans, oui. Et c'est grâce à Jean-Jacques Pauvert, pratiquement, qu'elle a eu l'idée de monter une maison d'édition. Oui, c'est lui qui l'a poussé. À l'époque, il était très célèbre parce que bon, ils parlaient, je crois, de Sade ensemble souvent, du marquis de Sade. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous le savez, mais Pierre Cardin a repris de son vivant un lieu où il y a un festival aujourd'hui, et ce lieu, finalement, c'est Marcel Julien qui avait décidé de restaurer le château de Sade, et ça ne s'est pas fait. À Lacoste, c'est ça? À Lacoste, c'est ça, exactement. Alors, finalement, il y a une histoire d'amour, et elle dit, votre mère, quand je suis amoureuse, je fais des enfants. Heureusement que j'ai pas été amoureuse 36 fois. Ben oui, elle a eu 3 hommes, 3 enfants. On est de 3 pères différents et on est une fratrie assez belle parce qu'on s'entend très bien. Et on s'aime profondément. C'est pas si simple pourtant. Non, c'est pas si simple. Le notaire, à sa mort, nous a dit, je n'ai jamais vu ça. Des frères et sœurs de lits différents qui s'entendent comme ça. Voilà. Mais Régine Deforges avait tout fait pour ça. Oui. Alors il se trouve que grâce à Jean-Jacques Pauvert, elle rencontre Dominique Horry, sans savoir que c'est celle qui, sous le nom de Pauline Réage, a écrit Histoire d'eau. Oui. Alors ça, c'était une rencontre importante aussi. C'est elle qui donc elles font ensemble Au Madi. Et c'est Pauline Réage qui lui dit ma petite, il faut que vous écriviez. Et c'est elle qui l'a poussée à écrire son premier livre. Et Dominique Horry, on a su à la fin de sa vie qu'elle était Pauline Réage, donc l'auteur de Histoire d'eau. Elle a dit à 86 ans, un journal américain. Ça a été un secret, mais tout le monde a cherché pendant des années. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. Ouais. Et Régine Deforges connaissait la vérité? Oui, bien sûr, elle connaissait la vérité. Elles se voyaient beaucoup. Elles avaient un amour et une réciproque et une admiration l'une pour l'autre. En même temps, Régine Deforges était quelqu'un qui ne s'en laissait pas compter, même ce qui ne serait pas possible aujourd'hui. Elle traînait la nuit dans les bars à Paris, où il y avait parfois des dangers. Il y avait parfois des dangers. Elle avait toujours dit qu'elle aurait aimé faire un guide de la nuit parisienne pour les femmes. C'est-à-dire savoir où une femme peut aller sans être importunée et sans risquer sa vie. Et elle traînait, je crois, dans les cabarets un peu louches, dans les bars interlopes. Alors ça, je ne sais pas si c'était vraiment des cabarets louches, mais en tout cas, elle aimait vraiment traîner la nuit, se promener, rencontrer les gens de la nuit la fascinaient. Et en même temps, il y avait une liberté totale, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu le moins de problèmes. Non. Ce ne serait pas possible aujourd'hui. Non.
Et est-ce qu'elle se doutait de sa postérité quand elle voulait écrire ou pas du tout au départ? Je pense que l'histoire du cahier volé lui a vraiment coupé les ailes et coupé la plume. Donc, elle ne s'est pas autorisée à écrire pendant des années. Et c'est vraiment Dominique Horry qui lui donne l'élan et qui la pousse à écrire son premier livre. Et après, elle en écrit quelques d'autres qui viennent à la suite, jusqu'au moment où arrive... On va en parler tout à l'heure. Mais ce qui est fascinant avec elle, c'est qu'elle a toujours mené ses combats avec une liberté totale, malgré les attaques, parce qu'elle a quand même été très attaquée, Régine de Forges. Énormément. Et vous, ça vous traumatisait pas? Si, j'ai été par exemple harcelée par un enfant de la maternelle jusqu'à la fin de la primaire au sujet de ma mère, qui me frappait, qui m'insultait, c'était très violent. Et ma sœur, quand elle était au collège, était traitée de bâtarde. Mais à l'époque, personne ne disait rien. À l'époque, c'était de toute manière admis qu'elle était une femme choquante, provocante. Donc en fait, beaucoup de gens ne supportaient pas ça. Et encore aujourd'hui. Hein. Mais est-ce qu'elle vous lui parliez, vous lui expliquiez que vous étiez harcelée ou pas? Non. Non, parce que moi, on me disait, pardon, je sais pas si j'ai le droit de dire à l'antenne, mais ce garçon me disait, ta mère est une pute. Oui. Et donc, ça me venait même pas à l'idée d'aller rapporter ça à ma mère. Elle l'a jamais su. Je suis même pas sûre que mon père l'ait su. Je l'ai gardé pour moi. Enfin, je revenais avec des œils au beurre noir, avec des blessures, mais je ne disais pas pourquoi. Et en même temps, voir sa mère traitée de pute, c'est quand même pas très encourageant pour le moral d'une enfant. Non, c'était très dur, mais en même temps, j'étais très fière d'elle. Vous avez bien raison. Alors, tout ça a changé et on va évoquer une autre date importante, le 9 octobre 2000. A tout de suite sur Sud Radio avec Léa Wiazemski pour parler de votre livre et aussi de Régine de Forges. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Léa Wiazemski. Nous parlerons tout à l'heure de votre livre Petit éloge des cafés aux éditions des Pérégrines et nous revenons sur votre mère, Régine de Forges. Il mérite qu'on lui rende hommage 10 ans après son départ. On a évoqué ses livres érotiques, ses mariages. Et le 9 octobre 2020, eh bien, c'est un jour important à la télévision. La terre est prise et se brise comme du verre. Il fallait apprendre. La chanson de Léa dans la bicyclette bleue. Et c'est vrai que c'est le téléfilm en 3 épisodes. Je crois que ce sont Claude Sautet et Jean-Loup Dabadi qui ont fait l'adaptation de la bicyclette bleue. Tout à fait. Vous avez vu ce téléfilm? Oui, bien sûr, je l'ai vu. Vous avez assisté au tournage ou vous l'avez juste vu? Non, j'ai juste vu. J'ai juste vu donc avec Laetitia Casta dans le rôle principal. C'est son premier rôle d'ailleurs. Elle avait tourné un petit rôle de Falbala dans Astérix aux Jeux Olympiques, donc contre César. Et là, c'est son premier grand rôle. Oui. Et ça a vraiment été un événement. Ça a été un événement parce que ça faisait quand même, je pense, 15 ans que tout le monde attendait l'adaptation, qui ne s'est pas fait à cause des divers procès liés à la bicyclette bleue. Mais les droits avaient été achetés, je crois, en 1985. Oui, alors il se trouve qu'à l'époque, je crois que vous rêvez de devenir comédienne en plus. Alors j'en rêve, mais personne ne le sait. Pourquoi? Parce que je n'osais pas du tout l'avouer. Donc je n'ai rien dit. Alors, le point de départ de la bicyclette bleue, c'est un voyage à Malagar, la propriété de François Mauriac, en Gironde, où votre père, Viaz, emmène sa femme, Régine de Forges. Oui. Ça a été un coup de foudre, je crois. Elle a aimé cette maison comme on aime une personne, en fait. C'est vraiment... je pense que c'est une de ces 2 blessures, le cahier volé et la perte de Malagar. On lui a arraché une partie d'elle-même quand on a perdu la maison. Et pourquoi vous avez perdu la maison? Parce que la famille, les héritiers Mauriac, ont donné la maison à la région. Et voilà, c'est devenu un musée. C'est devenu un musée merveilleux. Et vous connaissiez la maison? Oui, j'y ai passé tous mes étés jusqu'à mes 6 ans. Comment était cette maison? C'est une maison à la fois très bourgeoise et très simple. Une maison où tous les souvenirs de famille nous ouvraient les bras. Enfin, c'est d'ailleurs toujours, hein, parce qu'elle n'a pas changé d'un iota. Hein. Les pièces sont les mêmes, les meubles sont les mêmes. Les visiteurs visitent la maison dans laquelle moi j'ai grandi. Et c'était la vue sur la Gironde était incroyable, sur les vignes. Enfin, c'est un paradis, Malagar.
Alors c'est là qu'un jour, Régine Deforges s'installe sur le bureau de François Mauriac pour commencer à écrire La bicyclette bleue, qui est une commande au départ. Tout à fait, qui est de Ramsay, ils avaient une idée de collection, enfin, c'est-à-dire d'écrire un livre à la manière d'eux, de prendre un roman connu et de le retranscrire à une autre époque. Et maman, qui était une fan absolue d'Autant n'emporte le vent, décide donc d'écrire Autant n'emporte le vent sous la Seconde Guerre mondiale, en France. Voilà, donc il y a Scarlett O'Hara, Red Butler, Mélanie et Ashley qui deviennent Léa Delmas, François Tavernier, Camille et Laurent. Oui. D'ailleurs, il y a Léa et Camille dedans. Oui. C'est volontaire, je suppose. C'est volontaire, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans ce décor de Malagar, qui je crois s'appelle Montillac dans le récit, tout à fait. On retrouve exactement Autant n'emporte le vent. Exactement, on retrouve vraiment le premier dixième, enfin, c'est vraiment les 150 premières pages de La bicyclette bleue sont réellement un transpose de Autant n'emporte le vent, ce qu'elle a toujours reconnu en fait, puisque c'était voulu. Voilà, en même temps, cette bicyclette bleue, c'est une bicyclette de l'enfance. Oui. Elle a existé, cette bicyclette? Alors, elle a existé dans le sens où ma grand-mère paternelle, donc la fille de François Mauriac, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était donc à Malaga et passait des messages à la résistance avec sa bicyclette. Le problème, c'est que Régine Deforges décide de situer l'histoire dans la Seconde Guerre mondiale, mais qu'elle ne connaît pas l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Pas bien, en tout cas. Et donc, elle va se plonger là-dedans d'une manière totalement frénétique. C'est-à-dire ? Elle va aller rencontrer autant de grands résistants que des collabos terribles, des déportés. Elle va éplucher les journaux de l'époque. Elle va écouter les émissions qu'elle avait à ce moment-là, qu'on pouvait écouter, pardon. Et elle va vraiment se faire un plongeon dans cette période. Elle est née avant la guerre, donc elle a quand même l'énergie de la peur, la faim, le bruit des bombardements, tout ça, elle l'a quand même connu, donc ça lui parlait. Elle était à la campagne, était près de... De Montmorillon, ouais. Exactement. Et alors, il se trouve aussi qu'elle va même vérifier la météo de l'époque, qu'elle va vérifier le nom des plantes de la région. Ouais, et vous vous rendez compte, elle faisait ça avant Internet, c'est-à-dire je sais même pas combien d'heures elle a passé, parce qu'aujourd'hui c'est facile de retrouver ça. Mais à l'époque... c'est quelque chose d'incroyable. Et je crois qu'un jour, Viaz retrouve Régine Deforges, votre mère, en pleurs lorsqu'elle écrit l'Exode de 40. Oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je relis régulièrement La bicyclette bleue et ce passage est terrible, en fait. Parce que ce n'est que des morts sur la chaussée, que des vies qui sont fauchées. Et elle est traumatisée par ça, pratiquement. Ouais. Mais elle est allée jusqu'au bout de l'écriture. Ça a été des années de travail et de souffrance, presque. Oui. Mais elle avait envie d'écrire ce sujet, ou parce que on était très loin des livres érotiques. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'elle en a fait des personnages de sa famille, Léa et François. Ce sont des héros absolument incroyables qui dépassent bien au-delà les héros de Margaret Mitchell dans Autant n'emporte le vent. Léa est bien plus intéressante que Scarlett et François bien plus profond que Rhett. Voilà. En même temps, quand vous lisez le livre, il y a quand même des souvenirs de famille. Oui. Vous avez repéré plein de choses. Oui. Oui. Enfin, en tout cas, elle s'est beaucoup servie des journaux intimes de ma grand-mère paternelle, donc de la mère de mon père. Elle s'est beaucoup servie de ce que Mauriac a pu écrire aussi sur cette période. Il se trouve aussi que le livre est tiré au départ à 20 000 exemplaires. Oui, enfin, il s'attendait pas du tout à ce que ça fasse un succès pareil. Et comment ça s'est fait ? Mais je pense petit à petit, mon père raconte qu'un jour un journaliste de l'Obs lui fait un signe dans les bureaux, il dit viens, il dit écoute, il se passe quelque chose avec le livre de ta femme, c'est en train d'exploser. Et en fait, ça a explosé, c'est le bouche à oreille en fait. Le bouche à oreille complètement. Ouais. Parce qu'il y a eu très peu de télé. Très peu de télé, et surtout, je pense que c'était la première fois, parce qu'en fait, la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, n'était pas si loin que ça, et on n'en parlait pas encore, et c'est le premier roman sur ce sujet. Oui, et dans les familles qui avaient connu la guerre, on n'évoquait pas le sujet. Non. On en parle aujourd'hui seulement. Oui. C'était un secret d'État, presque. Oui, tout à fait. On ne racontait pas ce qui s'était passé. Alors, résultat, elle va écrire 10 volumes. Oui. Mais il y avait la matière, comment elle faisait ? Elle s'est servie, alors en même temps, la matière historique était là, elle s'est servie de tous les combats de la France et même d'ailleurs, que ce soit la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et puis elle avait une passion pour les Cubains, donc elle a fait la révolution cubaine et puis ensuite la révolution bolivienne. Alors, pourquoi Cuba, cette passion ?
Parce que elle est tombée amoureuse de Camilo Cienfuegos, qui était un compagnon du Che et de Fidel, qui a disparu en avion. On n'a jamais su si c'était les Américains ou Fidel Castro qui l'avaient fait disparaître. Et elle est tombée amoureuse de cet homme qui est un grand barbu, très beau. Voilà. Elle est partie au Cuba plusieurs fois. Ouais. Alors, résultat, le livre sort dans le monde entier, et c'est là que les héritiers de Margaret Mitchell se réveillent. Oui. Ils se rendent compte qu'en fait, effectivement, les 100 premières pages, c'est presque du copier-coller. Mais c'était voulu. Mais c'était tout à fait voulu. Et ensuite, il va y avoir une série de procès à 10 ans. 10 ans. Mais pourquoi 10 ans? Parce que il gagne une première fois, ensuite ma mère fait appel, elle gagne, ensuite ils refont appel. Enfin, ça dure comme ça un temps fou. Et puis à un moment donné, on arrive à la cassation. Et à la cassation, elle gagne. Et là, il n'y a plus rien à faire pour eux. Non. Mais en même temps, je crois que ce jour-là, vous êtes à l'école. Je suis à l'école et alors que tout le reste de ma famille attend les résultats du procès, parce qu'en fait, ce procès allait décider de notre vie. C'est-à-dire que si ma mère perdait, on perdait tout. On n'avait plus rien. On était sur la paille. Donc c'était quand même très, très, très angoissant pour elle, pour nous, pour moi. Et mon père a appelé le collège. Et le proviseur est venu me chercher en classe pour que je puisse parler à mon père. Ah, vous avez eu peur quand le proviseur est venu vous chercher? Non, j'ai compris que ça devait être ça, mais par contre j'avais peur de la réponse. Et voilà, et mon père m'a hurlé au téléphone, on a gagné! En même temps, financièrement, ça a été très dur, ce combat de 10 ans, Léa Wieselski, pour Régine de Forges. Disons que si il n'y avait pas eu ce procès, ma mère aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et en fait, elle a quasiment tout perdu avec ce procès. Il se trouve en plus que, bon, faut être honnête, les héritiers de Margaret Mitchell, ils ont attendu qu'on soit vers la fin des droits d'Autant n'importe vent pour faire écrire une suite, Oui. Scarlett par Alexandra Ripley, que j'ai rencontrée, qui était insignifiante et qui avait aucun intérêt et qui n'a pas marché en plus. Tout à fait. Et alors, c'est très drôle pour la petite histoire, il est sorti le même jour que le 4e volume de La Bicyclette Bleue, qui était Noir Tango. Donc c'est quand même assez rigolo. Voilà, et l'un a marché, l'autre n'a pas Ouais. marché. Ce qui est étonnant aussi avec votre mère, c'est qu'elle a écrit des livres auxquels on ne s'attendait pas. Je crois qu'elle a écrit un livre sur les points de croix. Oui, avec Geneviève Dorman, ouais, qui a été un énorme succès. Elle a rendu le point de croix cool. Mais pourquoi ces points de croix alors qu'on sort d'autres choses? Parce qu'elle adorait en faire, comme elle adorait faire de la reliure ou de l'encadrement. Elle était très manuelle, ou la cuisine. Alors la cuisine, justement, elle adorait faire la cuisine. Oui. Et je crois qu'il y avait un combat avec sa meilleure amie, qui était Sonia Rykiel, au sujet de la mousse au chocolat. Oui. C'est-à-dire? Sonia, c'était son dessert préféré. Elle la faisait, disait-elle, très bien. Et ma mère, d'une manière pas très sympa, lui disait que finalement, que non, elle était bien, mais sans plus, quoi. En même temps, elles s'adoraient toutes les deux. Elle s'adorait, oui. C'est vraiment, j'ai reçu Nathalie Rykiel voici quelque temps. Elle a dit combien Régine de Forges était près de Sonia Rykiel. Elles étaient comme deux sœurs, deux copines d'enfance, en fait. Comme si elles s'étaient connues très jeunes, alors qu'elles se sont connues à 38 ans. Oui, mais pratiquement inséparables. Inséparables. Vous avez suivi tous les défilés de Sonia Rykiel? Oui, j'y étais, puis j'ai même défilé pour elle 2 fois. Oui, au Flore, je crois. Oui, tout à fait, entre autres, ouais. Pour Inscription Rykiel. C'était quoi? C'était une marque qu'elle avait lancée qui malheureusement n'a pas marché, qui s'appelait Inscription Rykiel, qui se voulait un peu plus jeune. Et j'ai défilé avec Clotilde Courreau, d'ailleurs, qui était une toute jeune comédienne. Et moi, j'avais 16 ans à l'époque. Et j'étais tellement heureuse. Alors, il y a aussi, lorsqu'elle a eu 78 ans, Régine de Forges, elle a publié ses souvenirs. Et c'était L'Enfant du 15 août. Ça aussi, ça a été un best-seller. Et on a compris qui était Régine de Forges. Oui, enfin, pour moi, ça l'a surtout tué, ces mémoires-là. Je pense que d'avoir écrit comme ça sur elle et d'être replongé dans son passé, c'est ce qui l'a tué. Ouais, épuisé moralement, physiquement. Et je pense qu'elle s'est rendue compte que elle avait plus tellement envie, quoi. Elle disait, la vieillesse lui faisait peur, je crois. Elle détestait ça. Mais elle avait moralement, c'était une jeune femme. Oui, mais en fait, elle supportait pas la vieillesse de son corps. Est-ce qu'elle ne pouvait plus faire autant de choses qu'avant? Oui. Mais ce livre a été aussi un immense succès. Oui. Et ça l'a pas rassurée? Non, parce que je pense que ça a été déjà elle est vraiment morte 4 mois après la sortie, donc ça a été très très vite. Donc je suis même pas sûre qu'elle ait su que le livre avait marché. Non, ça l'a pas rassurée. Alors, quand on voit le parcours de Régine de Forges, on se dit qu'elle a ouvert la voie au féminisme d'aujourd'hui. Oui, mais les féministes, beaucoup ne l'aiment pas. Et pourquoi? Parce que c'est une féministe très libre qui ne s'oppose pas aux hommes. En fait, pour elle, elle est de toute manière l'égale des hommes.
Et vous savez, pour les 343 salopes, c'est Oui, ça? c'est ça, oui. Elle avait signé, ils l'ont retiré. Elles l'ont retiré. Elles n'ont pas accepté qu'elle fasse partie des signataires. Et qu'est-ce qu'elle ferait aujourd'hui s'il était parmi nous? Oula, je pense qu'elle s'en prendrait plein la figure de la part de toutes les féministes. Je crois qu'elle était habituée quand même. Oui. En tout cas, merci d'en parler comme ça avec émotion. On va maintenant parler de vous à travers votre livre et la date du 2 février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Léa Wiazemski. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Léa Wiazemski. On a beaucoup parlé de Régine Deforge, votre mère, en lui rendant hommage 10 ans après sa disparition. Et il se trouve que vous, sa fille, vous êtes aussi écrivain. Et le 2 février 2024, à vos livres précédents, vous avez ajouté un petit éloge des cafés. Alors c'est un livre qui est paru chez Les Pérégrines, qui raconte votre amour pour les cafés, qui sont votre seconde maison, je crois. Oui. Comment c'est né cette idée de livre ? Elle est née parce qu'on voulait, avec Aude Chevrillon, mon éditrice, travailler ensemble, qu'ils ont chez Les Pérégrines depuis longtemps cette collection Petit Éloge, et que voilà, j'ai une passion depuis toujours pour les cafés. J'y ai traîné beaucoup, j'y ai même travaillé longtemps. Et donc c'était une évidence pour moi de faire un petit éloge des cafés. En même temps, c'est raconter des lieux et les souvenirs qui en découlent vous concernant. Oui, tout à fait. Alors d'abord, vous racontez une histoire, c'est-à-dire c'est un Paris historique qui a parfois disparu. Le vrai troquet parisien existe de moins en moins, c'est vrai. Là, je me rends compte que tous les cafés dont je parle dans le livre où j'allais et où j'aimais aller ont tous fermé en fait. Voilà. C'est terrible. Alors, il y a plusieurs noms, il y a le troquet, le rade, le boui-boui. Pierre Perret l'a immortalisé dans ses chansons. C'est vrai que le café a plusieurs noms. Oui. Et vous les avez retrouvés, vous avez donné des explications à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, ça vraiment, il désigne une époque, une fonction aussi. C'est-à-dire que on va pas. Le café, c'était vraiment un lieu, en tout cas avant la fin du 19e, c'était un lieu chic. Où on ne fumait pas, où on allait plutôt pour réfléchir et converser, contrairement au rad ou au troquet, ou au bistrot. Comment est né votre amour des cafés, Léa Wiazemski ? Je pense, très jeune, ma nourrice m'y emmenait beaucoup parce que sa sœur en tenait un. Donc j'y ai été longtemps, et puis après mes parents avaient aussi leur lieu où on allait déjeuner le week-end, qui était le Chai de l'Abbaye. Où j'adorais aller avec eux. Et puis à l'âge de 17 ans, je me suis fait une bande d'amis, filles, une bande de filles, qui m'a introduit dans les cafés. Et ça a été merveilleux parce qu'on y révisait, on séchait les cours là-bas. Enfin, c'était génial. Oui, sauf que votre mère, de temps en temps, ne savait pas où vous étiez. Non. Mais elle n'était pas très inquiète, contrairement à la mère d'une d'entre elles qui appelait le café pour savoir où était sa fille. Moi, maman, le café en question était rue de Bussy, donc je la voyais passer parce que son bureau et son appartement étaient d'un point à l'autre du café. Et elle vous disait rien, ça... Elle me voyait pas, je me cachais. J'étais très timide. Et d'ailleurs, les cafés, ça a été aussi le lieu de prédilection de Jean-Marie Gouriot pour écrire ses brèves de comptoir. Sauf qu'il prenait des notes à partir du matin, qu'il buvait quelques coups, et le lendemain matin, il n'arrivait pas à relire toutes ses notes. Ça m'étonne pas. Et Michel Audiard aussi traînait dans les cafés, et c'est comme ça qu'il a pu trouver ce vocabulaire qui est devenu les classiques dans ses films. Alors, dans les cafés, il y avait aussi un garçon qui vendait Le Monde tous les jours et qui continue à le vendre aujourd'hui. Oui. Ali, c'était extraordinaire, il était dans tout Saint-Germain-des-Prés et il avait une fausse une du Monde qu'il inventait et il vendait des paquets de journaux. Oui, et les gens y croyaient, c'est-à-dire qu'ils criaient un mensonge gros comme une maison, et finalement tout le monde courait acheter ces journaux, c'était très drôle. Et c'était une époque où justement il y avait une joie de vivre dans les cafés. Oui, oui. Mais elle a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, cette joie de vivre. Et c'était quoi cette joie de vivre ? C'était une forme de liberté, d'insouciance. On pouvait effectivement rester à une table pendant plus d'1 heure, 2 heures, 3 heures sans consommer autre chose qu'une tasse de café. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et à l'époque, vous buviez quoi ? Du café. Enfin non, je buvais des verres de lait parce que je n'aimais pas le café et que la seule chose qui était moins chère, qui avait le même prix que le café, c'était le verre de lait. Le reste, c'était beaucoup trop cher. Les jus d'orange, les coca, c'était hors de prix. Mais à l'époque, on vous laissait effectivement passer avec vos copines quelques heures sans que ça pose le moins de problème. Oui, mais je pense qu'ils nous croyaient à l'école. Hein. Enfin, ils nous croyaient au lycée. Ah bon ? Ils ne pensaient pas du tout qu'on était au café. D'accord, oui. Alors, il se trouve aussi que les garçons de café étaient, à l'époque, une institution, Léa Wiazemski. Oui.
Et c'est vraiment, c'est une marque de fabrique à la française, le garçon de café. C'est-à-dire avec son plastron, son plateau, cette espèce de raideur comme ça dans le corps. Voilà, on n'en voit plus beaucoup, à part encore au Flore ou au Demago, dans des lieux comme ça reste quelque chose de rare, malheureusement. Et les premiers cafés, d'après mes recherches, datent de 1800, mais personne n'y croit, puisqu'en 1869, on dit « les cafés, ça passera comme Racine ». Oui, tout à fait. C'était Madame de Sévigné qui disait ça, oui. Qui disait que le café passera comme Racine. Ouais. Oui, Ouais. elle n'a peut-être pas tout à fait raison. Alors, il se trouve justement, à propos de Madame de Sévigné, que dans les cafés, il y a l'histoire de France, et vous le racontez dans ce livre, Liavzensky notamment, en évoquant le Procope. Ouais, qui est le premier café parisien. Et donc, il y avait Diderot, d'Alembert, et c'est là qu'est née l'idée de l'encyclopédie. Oui, et c'est là que Franklin écrit les débuts de la Constitution des États-Unis. Benjamin Franklin. Ouais. Il est venu en France à ce moment-là, il a rendez-vous avec Louis XVI. Tout à fait. Et il va dans ce café. Oui. Parce qu'il faut... C'est le café où il faut être. Voilà, exactement. Et je ne sais pas si vous le savez, mais ensuite, quand il voit Louis XVI, il rencontre Marie-Antoinette, qui lui demande comment ça va dans votre pays, et il répond « Ah, madame, ça ira, ça ira ». Et c'est comme ça qu'est née la chanson historique de la Révolution. Alors, les cafés, c'était aussi le lieu incontournable, et vous le racontez, avant l'arrivée de la télévision. C'était le réseau social de l'époque, c'était là où tout se passait, se disait, c'était là où on apprenait, souvent c'était là où il y avait un poste de radio ou même une télévision au tout début. Donc c'était là que les gens se retrouvaient pour prendre des nouvelles des uns des autres, des nouvelles du monde, et où se créaient des amitiés, des inimitiés d'ailleurs, des histoires d'amour. C'est une vie, enfin c'est un microcosme en soi, un café, c'est vraiment un monde à part entière. Et vous assistiez à des scènes comme ça assez étonnantes? Oui, j'ai assisté à des rencontres, à des histoires d'amour folles, à des bastons, enfin oui. Et en même temps, la télévision, c'est vrai qu'à l'époque, il y en avait très peu. Ça a démarré vraiment quand Élisabeth II a été couronnée. Là, on a vendu, je crois, 5000 postes par jour. Mais avant, personne ne regardait la télévision. Non. Et vous-même, à la maison, vous aviez la télévision? On avait la télévision. Bon. Je ne l'ai plus aujourd'hui, mais on avait la télévision. Alors, votre enfance, Léa Wieselski, c'est aussi un café Place Saint-Michel, où vous pensez à tout ce qui s'est passé à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Oui, qui d'ailleurs, j'y suis passée hier, et figurez-vous que lui aussi a disparu. On lui a changé son nom, ça s'appelle Le G, donc ce n'est plus la Gentilhommière, et c'est devenu un café qui ressemble à tous les autres, avec des couleurs pastel ridicules. Ça m'a rendu très triste. Oui, d'autant plus que ce quartier de Saint-Germain-des-Prés, vous n'avez pas connu, mais il y avait c'était le quartier de Gréco, de Vadim, des existentialistes. Oui, et c'est vrai que ma mère a connu, elle, pour le coup, tout ça. Était déjà dans ce quartier-là à ce moment-là. Et finalement, vous auriez aimé vivre cette époque? Je crois, oui. Je pense, parce que ça correspond exactement à ce que vous aimez. La première fois où on parle des existentialistes, c'est une photo qui a été prise au Tabou, dans la cave, avec Juliette Gréco et Roger Vadim, jeune assistant. Et dans le Samedi Soir, qui est l'ancêtre des journaux People, on voit le mot existentialiste. C'est comme ça que c'est né. D'accord. Et le café de Flore, justement, aussi, Sartre y était. Bon, vous ne l'avez pas croisé. Non. Mais en même temps, on a raconté qu'il avait fait une conférence au café de Flore, ce qui est absolument... Mais alors, il paraît que c'est pas vrai. Mais oui. Il l'a fait ailleurs. Oui. Mais en même temps, ça fait partie des légendes. Est-ce que quand vous étiez dans ces cafés, vous pensiez à ceux qui un jour y étaient passés? Mais on ne peut pas s'empêcher de ne pas penser à eux. Ils ont quand même créé ces lieux. En fait, c'est eux qui leur ont donné leur grandeur. Alors, vous avez aussi été serveuse dans un café, et je crois que vous avez commencé au culot. Oui, parce qu'en fait, donc le café où on a les jeunes filles, c'était le Dauphin, et donc les deux serveurs du Dauphin, qui s'appelaient Laurent et Gérald, ont quitté le Dauphin pour créer leur propre bistrot, qui s'appelait le 3e bureau dans le 11e, et ma mère m'avait dit, ok, tu veux faire du théâtre, très bien, mais tu te paieras tes cours. Donc je suis allée les voir, je leur ai dit, est-ce que je peux être serveuse? Ils m'ont dit, est-ce que tu l'as déjà été? Je dis, bien sûr que oui, ce qui était absolument pas vrai. Donc j'ai eu quelques heures pour apprendre à tenir 2 tasses en même temps. Et puis voilà, et donc j'ai commencé une carrière dans la restauration que j'ai adorée pendant des années. Des années, mais à s'occuper du bar, à s'occuper de quoi? Du bar, de la salle, ouais, de tout. Et en parallèle, vous preniez des cours de théâtre chez Oui. Jean Périmoni, je crois. Tout à fait. Et puis, il y a quand même des cafés importants dans la vie. Il y a quelqu'un qui a travaillé dans un café pendant 40 ans pour payer ses dettes. Vous étiez beau, vous étiez bien coiffé, vous avez fait beaucoup d'effets au grand café.
comme on croyait que vous étiez voyageur. Le grand café de Charles Trenet, qui évoque ces cafés pleins de manilleurs, ces cafés d'avant-guerre qu'il a connus enfant. Et c'est vrai que Charles Trenet, c'est votre idole absolue. Bah, c'est notre idole à tous les deux. Oui, je crois. Oui, c'est ma grande histoire d'amour. C'est-à-dire? Bah, je l'ai découvert toute petite en voiture avec les parents. Je connaissais toutes ses chansons par cœur. Je suis allée le voir en concert plusieurs fois. J'ai même dragué Guy Béard pour pouvoir rentrer dans sa loge lors de d'un de ses derniers concerts à Pleyel. Oui, je vous ai croisé d'ailleurs. Oui. Donc j'ai des photos de moi avec Trenet où je suis à genoux devant lui, où je le regarde. Et puis sa mort a été... voilà, moi, mes amis m'appelaient pour me faire part de leurs condoléances. Oui, carrément. Oui. D'ailleurs, vous avez été à la Madeleine aussi. Oui, avec le culot, pareil. Je pleurais tellement que le policier m'a laissé rentrer dans l'église de la Madeleine, qui était réservée aux gens connus et importants. Et puis, je me suis retrouvée assise à côté d'Aznavour. Et voilà. J'ai pu toucher son cercueil. Et Aznavour aussi est devenu votre idole? Alors, oui, mais en fait, j'ai jamais aimé l'homme. Pour l'avoir vu souvent, lui aussi, sur scène, j'ai jamais aimé l'homme. Ce qui dégageait sur scène ne m'a jamais touchée. J'ai aimé ses chansons, bien sûr, mais là où Trenet, je pouvais passer des heures à le regarder chanter sur scène. Aznavour, je l'ai toujours trouvé très froid sur scène. Alors que c'est un homme d'une chaleur incroyable. Moi, je l'ai bien connu aussi. Paraît, mais... il riait comme un fou. Quand Trenet et lui ensemble, c'était le roi et le prince. Ils riaient pendant des heures ensemble. Ah, ça devait être beau à voir. Ah, c'était magnifique. Et c'est vrai qu'il y avait une admiration réciproque. Alors, les chansons vous ont marqué aussi dans les cafés. Jodassin, Salut les amoureux, Les amants d'un jour. Il y a plein de chansons liées à des cafés. Plein. Et encore, je les ai pas toutes mises. Et alors, il y a aussi quelqu'un qui vous a marqué et que vous avez croisé dans un café, Léa Wieselmski, c'est Johnny Hallyday. Oui, j'ai été fan 2 fois dans ma vie, c'est de Trenet et de Johnny. Voilà, ça a été 2 grandes histoires d'amour qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. Et Johnny, vous l'avez croisé comment? Je l'ai croisé à la terrasse du café Édouard VII, qui est un café dans un théâtre, où il était venu rencontrer, je crois, Bernard Murat pour mettre en scène cette pièce de Tennessee Williams. Et quand j'étais là dans le café et je vois cette silhouette de fauve qui sort d'une pièce et je reste... voilà, et j'ai pu m'approcher de lui, me mettre aussi à ses genoux et lui prendre la main et lui dire tout mon amour. Et il était très gentil, lui. Très gentil. C'est-à-dire, c'est le contraire de ce qu'on aurait pu imaginer. Oh. Alors, il y a aussi quelque chose qui vous a marqué dans les cafés. On vous a vu pleurer un jour parce que vous lisiez Les Misérables. Oui. Oui, j'ai terminé Les Misérables au Dauphin, rue de Bussy. Et je me souviens de ce moment parce que j'étais prise de sanglots, j'étais inarrêtable. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre absolu. Avec Le Comte de Monte Cristo. Et il se trouve que les Thénardier ont existé. En fait, il avait un ennemi personnel, Victor Hugo, le baron Thénard, d'où les Thénardier. Et puis alors, vous évoquez les cafés de Paris, mais aussi ceux de la douce France profonde, parce qu'il y en a beaucoup en France, à Bordeaux, à Toulouse, un peu partout, qui sont très importants et qui aujourd'hui restent dans la tradition. Oui. Et qui ont fait l'histoire de ces villes. Voilà. Et ça, vous les connaissez? Je les connaissais, et puis j'y suis retournée pour écrire le livre, et je me suis renseignée. Par exemple, à Toulouse, je savais absolument pas que Jaurès avait traîné dans ce café-là. Il écrivait ses articles. Et il y avait aussi Aix-en-Provence, où Cézanne venait. Oui, Les Deux Garçons. Et c'est finalement... on sait que dans la région parisienne, les cafés sont aujourd'hui branchés, mais les autres restent dans leur jus, non? Oui, heureusement. C'est encourageant? En tout cas, c'est une respiration. C'est-à-dire que quel est pour vous l'avenir des cafés? À entendre les jeunes aujourd'hui, ils continuent à y aller. En fait, il n'y a qu'eux qui pourront redonner un souffle au café. C'est-à-dire qu'il faut que la jeunesse continue à y aller et se rendre compte que c'est le seul endroit réel où on peut connecter avec les gens, avec les autres, où des milieux différents peuvent s'associer. Et en même temps, il faut que le patron du café soit quelqu'un qui aime ce lieu. Oui, de toute façon, pour faire ce métier, il faut aimer faire ça, parce que là, d'ailleurs, je vais rendre hommage, j'ai appris hier la mort de Michel, qui tenait le dindon en laisse, qui est une personne qui a son chapitre entier dans le livre, et qui me disait, c'est un sacerdoce, tenir un bistrot, en fait. Si on veut faire du chiffre, il faut tenir une brasserie d'angle, mais c'est un don de soi, être bistrotier. Et Michel a fait ça toute sa vie, et d'une manière absolument merveilleuse. Et pour moi, c'est le dernier bistrotier qui est parti hier.
Eh ben, j'espère qu'il y en aura d'autres en tout cas. J'espère aussi. Et en attendant, il faut lire ce petit éloge des cafés aux éditions Les Bérégrines. Merci de l'avoir écrit et merci car grâce à vous, on a bu vos paroles aujourd'hui. Merci Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.